Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 décembre 2021. J'espère que vous portez tous très bien, pas comme la map crypto aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, le Bitcoin qui corrige encore pas mal, 46 700 $. L'Ether de son côté, ça corrige aussi vraiment pas mal, 3700 $, moins 5%. Et globalement, le reste du marché, ça suit le Bitcoin. On a moins 10% sur Solana, quasiment pareil sur Luna, pareil sur DOT, Ada Cardano qui nous fait moins 11%, Avax moins 10%. Enfin bref, globalement, il n'y a que du rouge, je ne vais pas tous les citer. On analysera en deuxième partie de vidéo le XRP que vous m'avez demandé en commentaire dans la dernière vidéo et le token Rose qui est lui dans le vert aujourd'hui. Donc voilà, ça nous sortira un petit peu de tout ce rouge ambiant. N'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu à la vidéo pour aider au référencement et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Et on part tout de suite pour les news. Allez, on va débuter en faisant le petit point sur le Fear and Greed, donc niveau 27 aujourd'hui, retour dans la peur. Il est même pas à jour en plus le Fear and Greed puisqu'il se met à jour dans 9 h, donc ça c'est pour la journée d'hier. Donc demain forcément il sera encore plus bas puisqu'aujourd'hui on est en train de baisser. Ce que l'on peut noter et qui est plutôt un signe positif, c'est que ça commence à faire très longtemps qu'on reste dans la zone de la peur. Regardez, le niveau 50 pour moi c'est ce qui matérialise la zone de la peur. En dessous zone de peur, au-dessus zone d'euphorie. Et là vous avez tout l'historique depuis février 2018 et régulièrement quand même dans un marché baissier, puisque en 2018 nous étions dans un marché baissier, et bien vous pouvez constater qu'on a eu des pics dans la zone d'euphorie. Donc voilà, il va falloir être patient, mais tôt ou tard, voilà, on va voir la lumière, vous inquiétez pas, il va y avoir de l'euphorie qui va revenir sur le BTC. Je vous montrais hier que le funding rate sur le Bitcoin est en train de repasser positif, et c'est ce qui pouvait potentiellement nous causer du tort. Ça n'a pas loupé, puisque on est directement allé chasser les personnes qui étaient en train de long le BTC. Donc ça cause quoi? Ça cause des liquidations. Donc on a plus de 76 millions de dollars de positions qui ont été liquidées, et vous pouvez le constater finalement la journée, donc c'était ici hier, hop, on l'a terminé avec un funding rate négatif. Donc voilà, on a très bien inversé la tendance, maintenant le funding rate est négatif, donc il y a plus de personnes qui sont en train de shorter le marché, et ça c'est positif puisque comme je vous l'ai démontré hier, les bottoms sur le Bitcoin se posent toujours avec un funding rate négatif, et ensuite une reprise aussi qui se fait avec un funding rate négatif. Donc il faut rester vraiment sur cet indicateur vers le bas le plus longtemps possible avec un cours qui essaie de remonter, et là on pourra dire que voilà, on s'éloigne et qu'on a posé un bottom. Peter Brandt sur Twitter qui mettait en avant le fait que les bottoms sur le Bitcoin se posent avec généralement énormément de volume, un pic de volume, c'est comme ça que l'on l'appelle. Donc regardez ici, on en a un, ici pareil lors du crack Covid de mai. Ici, encore une fois, pareil durant l'été. Maintenant, moi, je vais plutôt nuancer ces propos, puisque regardez, si on part, par exemple, la correction qu'on a connue en septembre, il n'y a eu quand même pas énormément de volume, ou du moins similaire à ceux que l'on connaît actuellement sur le BTC. Donc voilà, c'est pas forcément dit qu'on va avoir une correction de l'ampleur comme celle qu'on a connue en mai, comme celle qu'on a connue lors du crack Covid, ou celle qu'on a connue à la fin du bear market de 2018. Ouais, voilà, c'était début 2019 et fin 2018, où on a eu vraiment un gros sell-off. En général, comme ça, où il y a des pics de volume, c'est généralement des gros sell-off. On va perdre très rapidement 30% sur le Bitcoin. Alors je dis pas que c'est impossible que ça arrive, mais selon les informations que j'ai, selon l'analyse que je fais globalement du Bitcoin en ce moment, je pense pas qu'on va se diriger vers un énorme sell-off. Peut-être un petit sell-off jusqu'à 42 000 $, mais un aussi gros qui pourrait donc nous remener vers la zone des 30 000 $. En tout cas, c'est pas le scénario que je privilégie. CryptoPixel qui met en avant la similitude entre le graphique d'Ethereum et celui du BTC. Alors en gros, Ethereum aurait du retard sur le Bitcoin, mais pas dans le bon sens, puisque regardez, Bitcoin, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, on approche du point bas hyper important à tenir sur le weekly. Et regardez Ethereum, ce qu'on est en train de faire, on est en train de perdre la zone hyper importante ici de l'ancien sommet historique, comme ce que l'on avait fait sur Bitcoin avec les 60 000 $. On avait réussi à clôturer au-dessus, et derrière on avait réintégré. Et ensuite, regardez, on se retrouve sur Bitcoin, on se retrouve sur le dernier creux, et Ethereum, on est en train de faire exactement le même scénario. Alors c'est pas fait encore puisqu'on tient les clôtures au-dessus des derniers sommets historiques sur Ethereum. Alors avec la journée d'aujourd'hui, ça se complique, mais il nous reste quelques jours jusqu'à dimanche soir et la clôture weekly pour remonter. Mais attention, c'est clair et net que c'est un scénario qui est possible. Je vous l'ai dit plusieurs fois quand j'analysais Ethereum, la zone ici de rechargement, donc ici hop, j'avais mis cette zone-ci et je vous ai dit que c'était très probable, voilà, qu'on revienne poser le bottom sur cette zone, donc aux alentours des 3000, je vais enlever ça, hop, des 3300 $, 3200 $, qu'on fasse notre W, qu'on pose le bottom ici. Alors je suis allé peut-être un poil bas ici, mais voilà, vous avez compris globalement l'idée. Donc à faire, j'enchaîne vite fait donc avec la paire Ethereum contre le Bitcoin, puisque
À mon avis, si on se dirige vers ce scénario, donc Ethereum qui partirait sur une baisse pour revenir aux alentours des 3200 $, on peut très facilement imaginer ici que ça soit un fake out et que Ethereum contre le Bitcoin vienne à réintégrer cette pattern. Et là, pour le coup, ça serait pas très très bullish. Donc attention, on va essayer de surveiller parce que ce que l'on constate, voilà, on se met sur le daily, on a du mal, voilà, à relancer. Alors, je vais supprimer les traits rouges. Hop, et on va se mettre sur le daily. Donc sur le daily, on a du mal, voilà, on est potentiellement en train de changer de tendance, à passer sur une tendance maintenant baissière, parce qu'on a été dans l'incapacité de faire un nouveau sommet, alors qu'après avoir validé une telle structure, en général, on part voilà, comme un bouchon de champagne, et là c'est pas le cas. Donc voilà, c'est des petits signaux qui potentiellement annoncent des choses peut-être pas top sur l'Ether, du moins contre le Bitcoin, et aussi contre le dollar. Donc on va voir comment ça évolue. Attention, là c'est uniquement de la spéculation que j'ai fait, hein, le petit scénario où on dit qu'on va copier Bitcoin et que voilà, potentiellement derrière sur la paire Ethereum contre Bitcoin il va se passer ça. Ça reste spéculatif parce que si on prend l'effet concret, là on est sur un gros support, donc en théorie on est sur un support d'une tendance haussière, donc on doit repartir à la hausse. Voilà ce que me dit vraiment le graphique. Un petit fait intéressant que je voulais vous partager aussi dans cette vidéo, donc c'est le graphique des recherches du mot Bitcoin sur Google, et comme vous pouvez le constater, on est quand même sur une phase plutôt à plat et plutôt basse. On n'est pas dans l'euphorie qu'on a connue durant les 3 premiers pics, durant la première phase du bull run en 2021. Donc on est aussi au même niveau que lorsque le Bitcoin était à 10 000 $ fin 2017. Donc voilà, ça montre que actuellement sur les cryptos, il n'y a peut-être pas une aussi grosse euphorie, en tout cas du moins sur le Bitcoin. On enchaîne avec les news. On va commencer par celle-ci qui peut être plutôt intéressante pour vous si vous avez dépensé plus de 1500 $ de frais en transaction sur la blockchain Ethereum. Donc voilà, il faut être quand même un bon consommateur de cette blockchain, il faut quand même avoir fait pas mal de transactions, mais si vous avez donc fait plus de 1500 $ de frais de transaction, vous êtes éligible à un airdrop. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter pour voir les modalités, comment récupérer cet airdrop. On va poursuivre avec cette news qui est beaucoup moins intéressante que celle que je viens de vous partager. Donc c'est Asher qui la partage avec notamment le média The Block. Donc en gros, en Corée du Sud, les exchanges crypto donc centralisés comme Binance, enfin du moins les exchanges coréens, parce que je ne sais pas si du coup ça s'applique vraiment à Binance, parce qu'ils n'ont pas leur siège social en Corée. Donc avoir ce petit détail, mais dans le fond, je vais vous dire le plus important, c'est qu'en gros en Corée, les exchanges n'ont plus le droit d'approuver des retraits sur des wallets qui ne sont pas vérifiés par un KYC. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai vu quelques personnes qui n'avaient pas très bien compris la news. En gros, ça veut dire que par exemple, vous avez votre Binance, vous voulez envoyer des fonds sur votre MetaMask, et vous ne pouvez plus. Parce que MetaMask ne vous exige pas un KYC. Donc voilà ce que ça veut dire concrètement, vous ne pouvez plus envoyer des cryptos sur un wallet externe où votre identité n'est pas renseignée. Donc voilà, la régulation se met doucement en place. À vous de voir si c'est plutôt bon signe ou non. Franchement, je trouve pas ça forcément mauvais, moi, parce que voilà, en théorie, on n'a rien à cacher avec nos fonds. Alors après, on peut peut-être se faire pister plus facilement. Je sais pas, c'est des questions auxquelles j'ai un peu de mal à répondre, mais en tout cas, c'est un fait. Et selon Asher, voilà, comme il nous le dit, ça va aller très vite, donc très probablement que d'autres États vont se diriger vers cette mesure, et peut-être même des choses encore plus compliquées et plus strictes en termes de régulation. Mais ça, on le sait, voilà, 2022, il y a de grandes chances que la régulation frappe pas mal fort les crypto-monnaies. Pour enchaîner dans les mauvaises nouvelles, on dirait que c'est la journée aujourd'hui, on part du côté de la Russie où tout simplement la Banque de Russie veut interdire les crypto-monnaies et elle semblerait entre guillemets avoir trouvé un moyen efficace de le faire. Alors ça serait tout simplement en fait en bloquant l'entrée d'argent dans les cryptos. Comment ils comptent faire ça? Avec apparemment un code MCC donc qui est utilisé pour les paiements en carte bancaire notamment. Donc en gros ils peuvent bloquer directement via ce code. Alors je ne suis pas du tout expert dans le domaine, mais du coup il faudrait une collaboration avec Mastercard ou Visa, avec les systèmes de paiement quoi, pour pouvoir vraiment bloquer cette option, mais apparemment c'est quelque chose de faisable. Donc on va voir si vraiment la Banque de Russie va pousser ça jusqu'au bout, puisque s'ils empêchent les gens d'investir dans les crypto-monnaies, ils se privent de tout l'écosystème des crypto-monnaies, et quand même il y a pas mal d'investisseurs, voilà, ça fait quand même tourner l'économie, la crypto-monnaie. Il y a des entreprises qui peuvent être créées sur le sol russe, donc voilà, c'est vraiment prendre un virage très important que ferait la Russie si vraiment elle veut réellement bloquer totalement l'entrée d'argent dans les crypto-monnaies. Donc ça c'est évidemment un dossier à suivre, parce que la Russie c'est pas du tout un petit pays. Il me semble qu'il y a plus de 17 millions de résidents russes qui posséderaient un portefeuille numérique, donc ça fait quand même 17 millions potentiels d'utilisateurs de crypto-monnaies en moins sur notre marché. Donc voilà, c'est quelque chose à suivre. On verra dans le temps si vraiment la Russie décide réellement de bloquer les cryptos ou non.
On se retrouve maintenant pour l'analyse du BTC. Alors je pense qu'elle va être assez rapide et pareil pour celle de l'Ether. On va plus se concentrer sur l'analyse de Rose et de XRP puisque Bitcoin et Ethereum, j'en ai quand même pas mal parlé déjà dans la vidéo. Là je vous ai montré pas mal de fois les graphiques. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc globalement sur le 4 heures, nous repartons dans une tendance baissière. Les moyennes mobiles se recroisent à la baisse. En même temps on a eu quand même une belle correction depuis les 52 000 $. En quelques heures on a fait moins 10%. Donc c'est quand même une correction qu'il va falloir que le marché digère. Donc il va falloir qu'on repose une structure de bottom, donc vous les connaissez, un W, triple bottom ou alors une reprise en V, il y a plusieurs manières de le faire, mais en tout cas ce que l'on voudra voir c'est des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut pour inverser cette tendance baissière. À noter là quand même en direct, regardez 47 800 $, on a en train de très bien ravaler cette mèche, donc ça c'est extrêmement positif quand on a des mèches comme ça, des bougies, des pendus, c'est des figures de chandeliers japonais qui posent généralement des bottoms, donc si on clôture dans l'état ça serait un signal plutôt positif, peut-être qu'on a trouvé notre bottom ici dans ce secteur là, et ça serait pas du tout déconnant. Puisque, regardez, si je me mets sur le daily, je vous en avais parlé hier, la zone à défendre, c'est le dernier creux, et regardez où on se trouve, comme par hasard, pile dans la zone de rechargement. Donc si on vient poser notre bottom ici, ça serait vraiment parfait. On ferait, graphiquement, on pourrait faire une structure comme ça, donc un double bottom, un W, et là, pour le coup, ça serait vraiment extrêmement bullish. Donc pourquoi pas, je vous dis vraiment, ici, on est sur la zone de bottom, il faut attendre, il faut prendre notre temps, mais éviter quand même de vendre ici pour du long terme. Je pense que c'est une erreur que vous regretterez plus tard. Au niveau de l'Ether, ça va être un petit peu opération sauvetage des 4000 $. Attendez, on va se mettre sur le weekly. Voilà, vraiment essayer de clôturer au-dessus des 4000 $ pour invalider tous les scénarios pessimistes que je vous ai parlé tout à l'heure au début donc je vous ai parlé au début tout à l'heure de la vidéo. Donc essayer de rattraper les 4000 $. Si on se positionne sur le daily, malheureusement, on est en tendance baissière, donc il va falloir à tout prix essayer de poser un bottom, et là on pourrait essayer de faire un W au final, un peu comme sur le BTC, en tenant en clôture ce niveau-ci, donc des 3070 $. Pareil, là on a réussi à ravaler un petit peu la mèche et on se positionne donc pile sur le niveau de clôture ici, donc ça serait plutôt cool si on arrive vraiment à stopper la baisse ici et à construire et à repartir derrière. On verra si Ethereum le fait ou non. Au niveau du 4 heures, je voulais juste vous signaler qu'on est quand même rentré en zone de survente. Donc voilà, en général, on reste pas non plus des heures dans des zones là comme ça extrêmes. C'est comme l'extrême euphorie. En général, voilà, le cours a été beaucoup trop survendu dans un laps de temps trop court. Et donc, on va avoir au minimum une temporisation, faire remonter un petit peu le RSI. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas une deuxième vague, mais pour l'heure actuelle, voilà, on a quand même peu de chances de revoir une grosse baisse de 10-15% directement dans les heures qui suivent. Allez, on va enchaîner avec XRP, le fameux XRP qui est toujours dans le top 10. Pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, je vous ai partagé un screen des cryptos en 2017 et un screen du top 10 maintenant, et c'est vrai que XRP avec le Bitcoin et l'Ether, il fait partie des 3 cryptos qui ont survécu et qui ont toujours leur place dans le top 10. Alors XRP descend un petit peu, attention à ce qu'il ne sorte pas, donc on va voir si graphiquement il peut nous prédire, nous faire un petit pump. Donc les niveaux intéressants sur le daily, là je me suis mis sur le daily, on va mettre les petites résistances. Donc ici il y a ce gros niveau qui est important des 1,30 $. On est en tendance baissière sur le XRP, sur le daily. Vous voyez, on fait des creux de plus en plus bas. On aurait pu peut-être inverser en considérant ici ce top plutôt. Mais vous voyez, on a buté pile dessus. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on se rapproche quand même des sommets. Quand on vient vraiment buter pile sur un sommet, ça veut dire que les vendeurs ont été quand même pas mal mis en danger. Puisque en théorie, si les vendeurs font bien leur taf, ils arrêtent la hausse bien avant la zone notamment de rechargement. Ils auraient dû l'arrêter ici. Et là, ils se sont quand même fait bien agresser. Donc ça veut dire que la pression vendeuse est en fait en train de diminuer petit à petit. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Et ça marche aussi à l'inverse, quand vraiment on a une pression acheteuse très très forte, vous voyez les creux ils sont très petits, ils sont rachetés très rapidement. Regardez par exemple ici, hop on monte, on fait un tout petit creux et hop on repart. Ici pareil, on descend, hop et on repart. Et là ça montre que vraiment il y a une pression acheteuse énorme. Et bien là par exemple ici on avait une grosse pression vendeuse puisque on avait très peu de rebonds à la hausse. Et ici on arrive à faire un rebond assez significatif, donc c'est plutôt intéressant. Et maintenant ce que l'on va voir c'est inverser la tendance, donc à tout prix tenir ce point bas qui est situé ici sur les 0,76 sur le daily. Maintenant on va prendre un petit peu plus de recul et je pense que ça peut plus vous intéresser parce que je pense qu'il y a plus d'investisseurs que de traders sur ma chaîne, des investisseurs long terme, et pour moi sur du long terme on est toujours sur cette figure, donc un triangle de compression qui est pas mal propre. Vous le savez, j'utilise pas trop les triangles en général, mais là il résume plutôt bien la psychologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en gros sur XRP? On est en train de compresser, la volatilité est en train de s'écraser et là on est sur une échelle de temps weekly. Vous le voyez, les points hauts sont de plus en plus bas mais les points bas sont de plus en plus hauts, et donc là on va attendre la résolution de ce triangle.
J'espère pour les pros de XRP qu'elle se fera à la hausse. On passe maintenant au token Rose et lui en revanche c'est extrêmement bullish sa chart puisque déjà de 1 le marché est en train de corriger et lui il continue de monter, vous voyez il est en train de pousser là actuellement et surtout bah, vous allez le voir, hop je vais vous mettre les petits rechargements, donc ici c'était le dernier point bas weekly et regardez on est venu rechercher le prix pile dans cette zone-ci et en plus de ça on pouvait même ajouter le support technique enfin l'ancienne résistance plutôt parce qu'on l'avait pas encore revalidé comme support, l'ancienne résistance donc des 0,23 et techniquement vous voyez on s'est appuyé parfaitement sur cette zone-ci pour relancer et partir à la recherche d'un nouveau sommet historique. Maintenant attention, vous allez le voir, alors je pense qu'on l'a même un petit peu dépassé parce que du coup il faut faire aussi à l'inverse, la zone que les vendeurs vont chercher à faire vendre les gens le prix, le rose c'est ici, donc la zone des 0,40 et vous voyez on est pile dedans finalement, je pensais qu'on allait commencer à le dépasser mais pas du tout, donc attention ici c'est clairement pas le moment de s'exposer à rose pour du long terme parce qu'on est vraiment sur la zone de danger maximale où les vendeurs donc vont essayer de défendre pour éviter que rose vienne faire un nouveau sommet historique. Donc voilà, si je devais attendre un endroit pour me repositionner sur rose, ça serait sur cette zone-ci, donc des 0,22, mais les probabilités ne vont pas dans le sens de revenir toucher cette zone-ci, puisque nous sommes sur un actif en tendance haussière, et les probabilités vont plus dans le but de toucher un nouveau sommet historique, mais en termes de probabilité rentrer ici, bah, vous rentrez vraiment avec une invalidation qui se trouverait ici, donc vous voyez le risque il est beaucoup plus grand si on compare tout à l'heure quand je vous ai fait la démonstration sur le BTC, là vous avez un gros risque pour gagner pas forcément beaucoup plus, donc là en termes de risk reward c'est pas du tout ce que l'on recherche, donc c'est pour ça qu'ici pour moi c'est un endroit où on cherche plutôt des ventes plutôt que de se réexposer au marché, ou alors il faut faire ça sur des plus petites time frames, voilà vous cherchez des creux, oula du coup on voit rien du tout, mais bon je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, ici en gros donc pour de l'investissement à long terme c'est pas trop le bon moment pour rentrer. Pour la question de l'abonné, alors ça sera juste une petite remarque aujourd'hui puisque j'ai pas eu de question dans la dernière vidéo, donc on va juste prendre le commentaire de AB qui me dit le XRP sera toujours là et va s'envoler quand l'affaire avec la SEC sera finie, peut-être en avril en même temps que les 220K du BTC, pas un conseil d'investissement, donc les 220K du BTC je sais pas avec quelle analyse tu sors ça, mais en tout cas si ça arrive ben, je serai très content et je pense que tout le monde sera très content aussi. Par contre pour la SEC, pour le XRP, tout ce que je peux te dire c'est mon avis général et il va être assez comment dire, je vais pas dire médiocre, mais assez en surface puisque je n'ai jamais vraiment creusé, j'ai jamais lu le white paper, je suis jamais allé vraiment faire des recherches sur le XRP, mais je peux te dire de tout ce que j'entends des personnes en qui j'ai confiance dans la crypto et même sur les réseaux sociaux, et ben pour moi voilà c'est un projet qui a des problèmes avec la justice américaine, c'est un projet qui est lié aux banques et dans la crypto on n'aime pas trop ça, donc forcément j'ai pas du tout envie de m'y intéresser. Alors peut-être que je me trompe, mais au final l'investissement c'est aussi investir dans les choses qui nous plaisent, qui nous parlent. Et donc c'est pour ça que moi personnellement je m'intéresse pas au XRP. Après je suis preneur hein, s'il y a des pros XRP qui m'écoutent, de mettre un petit commentaire, d'essayer de me faire changer d'avis, de me donner envie d'aller étudier le projet. Mais j'aimerais dire aussi un truc sur la XRP entre guillemets Army, puisque elle se fait appeler comme ça, les pros XRP, je pense que vous avez déjà entendu dans l'écosystème crypto, ils se font appeler comme ça, et ben ils sont pas très comment dire, pas très accueillants, ils défendent corps et âme le projet, et dès que par exemple là si je dis du mal, potentiellement dans les commentaires je vais recevoir des insultes ou des trucs comme ça, et ça bah c'est pas du tout la bonne approche pour attirer des gens sur son projet. Si vous voulez attirer des gens et donc potentiellement des capitaux, essayez plutôt d'avoir une approche plus pédagogue plutôt que d'être frustré et de les envoyer chier, parce que c'est pas comme ça que je pense que vous allez faire grandir le projet. Voilà, petite parenthèse close, enfin petite réponse à ton commentaire. J'espère que ça t'aura plu et que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.